Bien, merci beaucoup de l'invitation. Comme Marie-France disait, j'ai eu le grand plaisir et le grand honneur de travailler avec Paul Bernard. Il n'était pas superviseur de ma maîtrise, par contre. C'était un mentor qui était d'une générosité incroyable. André Demers, que certains d'entre vous connaissent certainement, était directrice de ma maîtrise. Alors, ça en est vanté quand même. Il s'en est vanté. Bien, il y a eu un... Là où c'est qu'il a été, comme je disais, d'une très grande générosité dans son temps. Il m'a suivi à travers le temps. Et puis, en fait, c'est grâce à lui si j'ai pu contribuer comme ça avec Statistique Canada au développement de certaines de ces enquêtes longitudinales dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion et puis c'est un grand honneur pour moi d'être dans cette conférence, des grandes conférences de Paul Bernard. Et puis, c'est un hommage à lui, cette conférence, parce que Paul a été il s'est mis de l'avant, il prenait son bâton de pèlerin, comme il disait, pour mener à l'avènement de ces données longitudinales qui existent maintenant, et puis il aurait beaucoup aimé les voir en action. Donc, sur ce, je vais arrêter de parler de ça et puis commencer justement à les mettre en action parce que le temps file. D'abord, juste noter qu'on m'a demandé de garder mes acétates en anglais, mais que je vais parler en français, donc j'espère que ça ne va pas faire trop de dissonance cognitive. Et je vous demande votre indulgence si je passe parfois un peu à l'anglais. J'ai plus l'habitude de travailler dans cette langue pour mes recherches. Donc, aujourd'hui, je vous propose une incursion dans le monde merveilleux des données administratives de revenus. Certains d'entre vous travaillez certainement avec des données administratives de santé. Vous savez que c'est un défi. Et de la même façon, les données administratives de revenus auxquelles on a accès maintenant sont un peu une nouveauté au niveau de Statistique Canada. Qui a fait des grands pas dans les 10 dernières années dans le couplage des données d'enquête aux données administratives. Et dans ce cas-ci, moi, je vais travailler avec les données, je vais vous présenter les résultats des données de revenus d'impôt. Et donc, d'une part, je vais vous présenter des résultats empiriques sur l'effet de l'assurance-emploi sur la santé, en m'attardant tout particulièrement à l'hétérogénéité qu'il y a parmi les récipiendaires de l'assurance-emploi. Donc, cette idée que certains des récipiendaires d'assurance-emploi subissent vraiment un choc qui est exogène, qui n'a rien à voir avec leurs caractéristiques préalables. Ils perdent leur emploi et puis après ça, ils reçoivent de l'assurance-emploi et ça devrait mitiger la perte de revenus qui vient avec la perte d'emploi. On sait par contre, notamment par les déterminants sociaux de la santé, qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui reçoivent de l'assurance-emploi qui sont pris dans une situation qui n'est pas tout à fait aussi exogène, qui est peut-être même une spirale où l'assurance-emploi figure comme même un indicateur potentiel de risque futur et qui a été peut-être causé par la santé préalable. Donc, il faut essayer de distinguer ça pour avoir une bonne mesure de l'effet de l'assurance-emploi sur la santé. Donc, c'est ce que je vous propose ici. Et puis, on va voir les résultats avec ça. Mais aussi, comme vous l'aurez peut-être deviné par mon sous-titre, je vous propose également un peu une perspective critique sur cette analyse, sur ces nouvelles données administratives, pour vous suggérer peut-être qu'on a besoin d'un peu de prudence. C'est ceux d'entre nous qui sommes habitués à utiliser des données d'enquête. On s'attend, on a des belles données toutes nettoyées, surtout celles de Statistique Canada. On a des codebooks qui sont tout prêts. Et puis, on peut aller voir si les données sont validées, etc. Les données administratives de revenus, dans leur forme actuelle à Statistique Canada, ne sont pas aussi nettoyées. Il faut s'attarder à comprendre bien les programmes sociaux qui sous-tendent ces données-là pour savoir ce qu'elles mesurent et ce qu'elles ne mesurent pas. Parce que l'absence de ce qu'on voit, dans le fond, c'est les gens qui ont reçu l'accès à des programmes, qui sont allés chercher accès à des programmes et qui ont été éligibles à ces programmes-là. Donc, c'est tout, la nuance est dans l'absence de ce qu'on ne voit pas, dans le fond. Donc, essentiellement, mon message va être à la fois empirique et un peu méthodologique. Maintenant, si je veux vous laisser avec un message de prudence, je veux également vous encourager à utiliser ces données-là. Elles sont là pour rester. Statistique Canada investit énormément dans le couplage des données. Il y a même une initiative à l'intérieur de Statistique Canada qui considère peut-être le remplacement de certaines données d'enquête, dont oui, même le recensement.
avec des données administratives. C'est encore en train d'être testé. Je vois des regards dans la salle. J'ai un étudiant qui travaille là-dessus dans la division de démographie. Je vous dis que ce n'est pas pour demain, mais définitivement, ils y travaillent. Donc, les données administratives sont là pour rester. Elles sont même envisagées maintenant, les enquêtes sont même envisagées comme un complément aux données administratives à Statistique Canada. Donc, il faut s'y faire, c'est là. Mais il y a une autre raison, ça offre une valeur incroyable pour la mesure du revenu en particulier. Donc, ce n'est pas pour vous laisser seulement avec des perspectives négatives, mais juste pour dire prudence. Allez-y d'emblée, surtout ceux d'entre vous qui commencez votre carrière, l'investissement en vaut la peine. Donc, je vais maintenant me lancer dans la présentation. Je vais aller un peu plus vite sur le début, parce que je m'attends à ce que cette population, à ce que ce groupe soit familier. Donc, ma recherche part de l'observation fondamentale des inégalités de santé. Ici, je vous présente les inégalités de santé à la naissance. Qu'on voit que même à l'intérieur du Canada, il y a des très grandes inégalités entre la population générale à gauche et la population autochtone à droite. Au niveau des hommes autochtones, il y a une différence de 11 ans entre les hommes, la population générale et les hommes autochtones. C'est l'équivalent de la différence entre la santé, l'espérance de vie à la naissance du Canada et celle de la Corée du Nord ou de la Russie. Donc, ça vous donne déjà d'emblée une idée des disparités qui existent même à l'intérieur de notre pays. Ce qui est plus important de mon point de vue, c'est que ces disparités-là sont dues à des facteurs largement sociaux et que ce sont des facteurs qui sont modifiables par les politiques publiques. Donc, c'est un appel à l'action. Et c'est pour ça que, par exemple, l'OMS a dit dans son rapport sur les déterminants sociaux de la santé que les inégalités de santé tuaient à grande échelle, à l'instar d'une pandémie. Mon approche se fonde donc sur les déterminants sociaux de la santé. Et puis ici, juste pour attirer votre attention, au cercle plus limitrophe, donc de ce externe de ce graphique, où je situe ma recherche. Donc ici, je vais vous parler des programmes d'assurance-emploi et du chômage. J'ai un autre pan de recherche qui traite de l'assurance santé. Donc, déterminants sociaux de la santé, couplés à une approche des parcours de vie, parce que la figure précédente que je vous montrais était peut-être un peu statique. Elle présente une population générale à un moment donné, c'est comme un cliché instantané. Mais en fait, il faut vraiment penser la santé comme le produit d'un parcours de vie qui commence même avant la naissance avec l'éducation des parents, qui elle-même, l'éducation des parents a un effet probabiliste, pas déterministe, sur l'éducation des enfants, qui, enfin, a un effet sur les trajectoires. Et ici, je vais vous parler, dans cette présentation, de trajectoires de revenus plus spécifiquement. Et si on se tourne du côté de la santé, on trouve également un modèle théorique qui peut se coupler et qui permet de relier les deux, de relier donc ces modèles plus sociologiques des parcours de vie à des modèles plus épidémiologiques de santé. Et ici, on pense à une chaîne de risque, donc c'est vraiment tout à fait cohérent et qui relie la position socio-économique à la santé à l'âge adulte. Donc, pour en venir à l'étude aujourd'hui, on se tourne vers les résultats que je vais vous présenter. Ma démarche part de cette observation d'une association entre le chômage et la santé, et plus particulièrement la mortalité. Donc, on a des méta-analyses relativement récentes qui démontrent une association indéniable entre l'expérience du chômage et la mortalité plusieurs années plus tard. Mais ce qui est moins clair, encore sous question, c'est à quel point cette association est causale. Donc là, vous voyez, je vais avec la flèche directement du chômage à la santé. Et qui plus est, quels sont les mécanismes qui médient cette association sont encore un peu, on a évidemment des très fortes hypothèses, mais dans la démonstration la plus proche de la causalité, il y a encore des questions qui se posent. Ici, je vais passer, dans cette présentation-ci, je vais me concentrer surtout sur les questions
qu'on appelle plus matérialistes, donc la perte de revenus. Je ne vais pas parler des questions psychosociales par manque de données, mais il y a des projets qui pourraient, des données qui viennent, qui pourraient s'attarder à cette question plus psychosociale et de faire aussi le contraste entre le matériel et le psychosocial, donc l'insécurité qui est ressentie suite à la perte d'emploi. Mais ici, je vais surtout m'attarder à parler de la perte de revenus qui est associée au chômage et du fait aussi plutôt à la question des programmes sociaux qui viennent essayer de pallier à cette perte de revenus. Donc, dans le fond, qui mitigent cette relation-là qui pourrait être négative entre la perte de revenus et la santé. Et si cette assurance chômage ou assurance emploi est assez généreuse, pourrait venir estomper la relation potentiellement négative entre le chômage et la santé. Donc, ça, c'est un beau modèle, c'est assez simple, mais en fait, la réalité est, je vais vous proposer, plus compliquée. Donc, j'ai déjà anticipé la question de l'hétérogénéité de ceux qui perdent leur emploi. On peut imaginer qu'on a un certain groupe qui, en effet, perd son emploi de façon plutôt exogène. Il n'y a pas de facteur de risque préalable. La manufacture ferme, les gens perdent leur emploi. Là, évidemment, vous pouvez me retirer et vous dire, oui, mais il y a certaines manufactures qui ont plus de chances de fermer que d'autres. Oui, c'est la beauté des sciences sociales. On a toujours, on peut tirer la causalité très loin en arrière, mais disons, assumons que de façon générale, on a des individus qui perdent un emploi sans risque de santé ou d'emploi préalable. Mais je veux proposer qu'il y a un autre groupe d'individus dont la perte d'emploi est en fait reliée à cette idée de la spirale de risque dont je vous parlais. Peut-être qu'ils ont une mauvaise santé qui les met à risque, qui les met plus à risque d'être dans des emplois qui ont un plus haut risque d'être perdus, ou la personne elle-même a plus de chances de perdre son emploi de par sa santé qui mine sa performance. Il y a aussi les emplois, les conditions de travail qui peuvent avoir un effet néfaste sur la santé. Et ça, il faudrait le voir dans un processus, comme je disais, vraiment de chaîne de risque. Donc, je n'ai pas toutes les réponses dans cette présentation-ci. On commence à gratter vraiment juste la surface. Ce que je vous propose dans cette présentation, c'est juste d'essayer de suggérer que même avec des données administratives auxquelles il manque la santé préalable, on est en mesure d'aller chercher un peu de cette hétérogénéité-là et de démontrer, avec l'aide de d'autres programmes sociaux de complément du revenu, dont l'assistance sociale et l'invalidité, on est en mesure d'aller chercher une mesure de l'assurance-emploi, de distinguer ceux qui ont reçu de l'assurance-emploi, pour qui ce serait plus exogène, et ceux pour qui il y aurait plus une endogénéité. Donc, comment on fait ça au Canada? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà des études sur le revenu et la santé? Vous pouvez vous demander, c'est une question légitime. La raison est que les études de santé qu'on a eues jusqu'ici mesuraient très mal le revenu. Donc, l'ENSP, l'Enquête nationale sur la santé des populations, avait des catégories. Les revenus, les études qui ont d'excellentes mesures de revenus, donc l'enquête sur la dynamique du travail et du revenu, par exemple, durait seulement 6 ans, c'était des panels de 6 ans, ce qui est bon pour le revenu et la dynamique du travail, mais pour la santé, on sait qu'on a besoin d'un peu plus d'observation à long terme. Et en plus, ça mesurait la santé de façon très limitée, donc capacité à travailler et santé perçue. Donc, on ne s'attarderait pas à beaucoup plus de ça. Donc, quelle est la solution? Découplage aux données administratives, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, les premières fois où j'ai entendu parler de ces couplages de données administratives, c'était justement avec Paul Bernard, lorsqu'on travaillait sur un pilote de l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui. C'était il y a plusieurs années déjà. Et quand j'ai entendu parler de ces questions-là, ma réaction a été « On est dans le magasin de bonbons. On vient de m'ouvrir le candy store. » C'est les données, les plus belles données vont nous être accessibles. On va maintenant pouvoir mesurer le revenu de façon aussi parfaite qu'on puisse imaginer. Si on imagine que les gens ne mentent pas sur leur rapport de revenu, ou en tout cas sont plus précis dans leur rapport de revenu, dans leur rapport d'impôt que s'ils répondaient à une étude. Et l'enthousiasme est encore là.
je vais vous le dire, je ne le perds pas. Mais disons que c'est tempéré maintenant, le risque de carie est là et tout. Mais c'est juste de réaliser dans quoi on s'embarque quand on commence avec des données administratives de revenus. C'est juste une nouvelle forme de données. Il faut juste s'habituer à ça. Donc, je vais utiliser ici l'enquête longitudinale et internationale sur les adultes. Et ce que je vais vous présenter ici, c'est un peu la structure des données. Donc, on a qui est un peu atypique quand même. Donc, on a en vert à droite des données qui sont d'enquête. Ça a commencé en 2012 et puis jusqu'en 2014. En 2014, il y a eu une deuxième vague. C'est à chaque 2 ans. Environ 32 000 individus qui sont dans des ménages. Donc, c'est une enquête des ménages. Les ménages sont suivis. Quand les individus reforment d'autres ménages, les autres ménages vont être rentrés dans l'enquête aussi. Donc, c'est une enquête organique dans un sens, qui est à l'instar de plusieurs enquêtes internationales en Grande-Bretagne, en Allemagne, aux États-Unis. Et donc, on a ces données d'enquête-là avec lesquelles on est habitué de travailler. Et en orange, on a les nouvelles données administratives, notamment les données du revenu que je vais utiliser ici. Il y a également des données d'immigration qui pourraient être d'intérêt, des données de pension aussi, de retraite, qui ont été couplées, mais en ce moment, c'est les retraites canadiennes, ce n'est pas le système québécois. Mais néanmoins, ce sont des données super intéressantes. Les données administratives du revenu vont jusqu'en 1982, donc reculent dans le passé jusqu'en 1982. Pour les analyses que je vais vous présenter ici, on commence seulement en 1993, la raison étant que jusqu'à la fin des années 80, il y a eu des réformes, en fait. Au cours des années 80, il y a eu des réformes sur la loi sur le revenu pour assurer que les populations à plus faible revenu étaient mieux capturées, avaient plus de motivation à remplir leur rapport de revenu, leur rapport d'impôt. La raison étant qu'avant 1993, les gens qui avaient 0 revenu ou qui étaient sur l'assistance sociale avaient moins de motivation fiscale à remplir leur rapport d'impôt. Donc, à partir de 1993, c'est reconnu comme une date où on capture mieux la population, même à faible revenu. Et de fait, le couplage des données administratives, en ce moment, capture 95% de la population canadienne. Donc, la couverture est vraiment excellente. Et ce que je vous propose ici, c'est un peu une expérience, un thought experiment, où on va utiliser les compléments d'assurance du revenu gouvernementaux, donc l'invalidité, ainsi que l'assistance sociale, comme des mesures, dans le fond, de proxy, de santé, donc l'invalidité certainement est une mesure potentielle de santé, ainsi que, et puis l'assistance sociale, c'est une mesure de pauvreté qui est un déterminant social de la santé. Donc, en utilisant ces autres programmes sociaux-là qui sont présents dans le fichier des familles, le T1, le fichier des familles, on va, je vous propose, être en mesure de voir un petit peu un historique d'endogénéité de la santé et du revenu de ces individus-là qui ont reçu éventuellement de l'assurance-emploi. Donc, la question que je me pose et que je vais vous présenter ici, c'est à quel point est-ce qu'on peut capturer, mesurer cette hétérogénéité parmi ceux qui reçoivent de l'assurance-emploi en utilisant d'autres programmes sociaux, leur historique de d'autres programmes sociaux. Donc, je vous ai mentionné déjà, j'utilise seulement 20 ans des 30 potentielles années d'observation de revenus parce que, de mon point de vue, la sous-observation des gens de faible revenu serait vraiment un problème. On aurait des données trop conservatrices. Mais pour d'autres qui mesurent la population plus générale, ça peut être quand même d'intérêt d'aller avec les 30 ans. Donc, j'ai 2 mesures d'exposition, les trajectoires de revenus familiales qui ont été construites et le revenu, la présence ou l'absence de revenus des 3 sources de assurance-emploi, assistance sociale et invalidité. Et l'invalidité ici, c'est autant un revenu d'invalidité que le crédit d'impôt. Et on regarde ça en 2014, donc sur la santé des individus en 2014, la santé perçue
et l'invalidité, le statut d'invalidité. Toutes les analyses sont stratifiées par le sexe, mais c'est également, comme vous allez voir, il n'y a pas vraiment, outre les analyses descriptives, il n'y a pas vraiment d'analyse multivariée qui montre une différence entre les sexes. Un petit mot sur le fichier de T1 des familles. Donc, ça présente dans ce contexte-ci, ça présente des données historiques de revenus. On parle du revenu familial ici, entre guillemets, parce que c'est en fait les gens qui sont présents dans le ménage. Donc, ça pourrait être des conjoints, comme ça pourrait être un parent monoparental, une famille monoparentale avec un enfant adulte qui a des revenus également. C'est une des limites, première leçon peut-être des données administratives. Il faut faire avec les concepts qui nous ont été, qui nous viennent de ces programmes sociaux. Et ensuite, on a l'assistance sociale, l'invalidité et l'assurance emploi. Je fais ici une petite note. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le LAD ou le DAL, c'est pas la même chose. Le T1FF ou le Family File, le fichier des familles T1 n'est pas la même chose que la base de données administrative longitudinale, qui est également dans les centres de données de recherche en ce moment, qui a été, elle, développée dans la division analytique du revenu à Statistique Canada. La différence, on s'entend que ça part des mêmes données de base, mais la DAL a été beaucoup plus entretenue, les variables sont développées, la qualité des variables est vraiment avérée. Ils ont amené d'autres données que le T1FF. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, quoique ça part de la même idée. Puis, on espère qu'à un moment donné, peut-être le couplage va se faire au même niveau, ou la qualité va se faire au même niveau. Hop, j'ai un peu sauté trop tôt. Donc, premier message, données administratives, ce qu'on voit et ce qui est. Non, pas tout à fait. Parce que ceux d'entre vous qui connaissent l'assurance emploi, vous saurez au niveau canadien, vous saurez que ce n'est pas seulement une assurance pour les travailleurs, mais ce n'est pas seulement une assurance pour la perte d'emploi. C'est également un programme qui vient assurer d'autres choses et notamment, ici, je vais me concentrer sur l'assurance parentale. Pourquoi est-ce que je me concentre sur l'assurance parentale? Parce que j'essaie d'avoir une mesure de l'assurance emploi que je ne veux pas trop, disons, amplifier par des gens qui n'auront pas perdu leur emploi ou qui sont dans ce contexte-là, qui reçoivent l'assurance emploi pour des raisons tout autres que des questions de perte d'emploi et surtout des questions électives. Donc, c'est des gens qui, dans une certaine mesure, choisissent de prendre un congé parental. Donc, la première étape en faisant face à ces données-là est d'essayer d'enlever ces individus pour qui, et puis, je vous le dis, dans le fichier T1 des familles, non, ils ne nous le disent pas. Ils disent juste qu'ils ont reçu de l'assurance emploi. Puis l'assurance emploi, ça peut être toutes ces choses-là. Pour ce qui est des pêcheries, on va exclure les provinces atlantiques pour essayer de nettoyer un peu ça. Pour ce qui est de la santé, donc le Sickness Insurance, ça ne pose pas autant un problème parce que, dans le fond, ça va rendre un biais conservateur dans mes données. Mais pour l'assurance parentale, c'est des gens en santé. Donc, si je les rajoute dans mon exposition d'assurance parentale, j'ai un risque ici de misclassification. Donc, on veut les enlever, mais maintenant, comment les enlever? Bien, on a d'autres programmes de revenus sur lesquels on peut se baser, donc notamment la PUJ, le programme universel de garde d'enfants, qui était essentiellement, ceux d'entre vous qui ont eu des enfants entre 2006 et 2016, le chèque de Harper, le 100 $ par enfant de moins de 6 ans. Super précis pour évaluer, donc on le voit d'une année à l'autre. On a fait des algorithmes de classification pour identifier ceux qui avaient eu des enfants et avec cette mesure-là. Mais c'est seulement de 2006 à 2016. Donc, nous, notre observation est de 1993 jusqu'à 2012. Donc, c'est un peu limité. Alors, on s'est rabattu sur cette mesure c'est un éventail, dans le fond,
d'années entre lesquelles on a seulement l'âge de l'enfant le plus vieux et de l'enfant le plus jeune. Donc, entre ces années-là, dans cette période-là, on enlève, si quelqu'un a reçu de l'assurance-emploi, on enlève cette mesure. Dans les années qui viennent, on va être en mesure de faire des analyses de sensibilité et de spécificité en utilisant la mesure qui est auto-rapportée dans le questionnaire en 2014 de si les gens ont pris un congé parental pour lequel ils ont eu de l'assurance gouvernementale. Donc ça, c'est mon deuxième message clé de l'utilisation des données administratives. Est-ce que ce n'est pas un peu ironique que, dans le fond, on retourne maintenant mon étalon or pour établir ma sensibilité, ma spécificité, mon gold standard, ça va être le auto-rapporté. J'ai pas d'autre en ce moment. Si on n'a pas, à moins de lier les records of employment, je ne sais pas le terme en français, mais essentiellement, c'est le lien entre pourquoi est-ce que les gens auraient reçu l'assurance-emploi. Donc ça, il y a une donnée administrative, il y a une base de données administratives qui mesure ça. Et puis à ce moment-là, on va pouvoir voir est-ce qu'ils l'ont perdu de par leur faute pour l'assurance, pourquoi ils ont eu, qu'est-ce qui qualifie l'assurance-emploi. Faute d'avoir ça, il faut qu'on se rabatte sur des données, dans le fond, des mesures indirectes. Et puis là, de mon point de vue, la meilleure mesure pour savoir si c'était vraiment un congé parental et que c'était vraiment de l'assurance-emploi gouvernementale, c'est si les gens nous le disent. Donc, l'idée, attention de passer tout de suite, la promesse des données administratives est là, mais évidemment, il ne faut pas laisser aller non plus les données auto-rapportées. Une petite note, l'échantillon, donc 40 à 64 ans et en 2012, on s'attend à les suivre à travers le temps, c'est pour ça qu'on les prend à l'âge adulte. On veut aussi voir la santé qui commence à décliner, malheureusement. Ils ont tous reçu du revenu dans le passé, un revenu dans le passé d'emploi. Donc, je pense que je vous ai déjà présenté ça. Les variables de contrôle, on a l'éducation des parents, le fait qu'ils étaient, si le répondant est né au Canada, vivant seul et le niveau d'éducation et l'âge en 2014. On fait des analyses de régression logistique sur donc, la probabilité de mauvaise santé auto-rapportée et d'invalidité, de statut d'invalidité. Et ça, c'est mesuré avec une échelle. Et toutes les analyses sont pondérées, bootstrappées. Et donc, voilà, les premiers résultats. On a ici, je vous présente ici les trajectoires de revenus familiales. Donc, encore une fois, dans le ménage. Ça, c'est une variable transformée qu'on a construite avec M+, donc pour construire des trajectoires, des classes de trajectoires latentes. Dans les deux cas, pour les hommes et les femmes, on avait 4 classes qui étaient recommandées par le modèle, par les statistiques. Et c'est un peu ce à quoi on s'attendait aussi. Donc, vous voyez que la plus grosse catégorie, en fait, est celle des moyens et hauts revenus. Et puis ça, c'est vraiment une mesure d'ensemble des 20 ans qu'on observe. Donc, ça va mettre les gens dans des classes qui sont les plus passibles de représenter leurs revenus à travers tout ce temps-là. Donc, on a des gens qui étaient en revenus faibles sur la période, pour la majorité de la période, revenus moyens faibles, revenus moyens élevés ou revenus élevés. Et puis, vous voyez aussi, notez qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les hommes et les femmes, outre que les femmes ont un petit peu plus de proportion dans les revenus faibles et moyens. Ça, c'est attribuable notamment au fait que c'est des ménages. Donc, ça peut avoir tempéré les résultats. Maintenant, la mesure principale de cette analyse, donc ça, c'est une mesure historique. Sur les 20 ans, est-ce que les gens ont reçu un revenu dans une de ces catégories? Ça peut être plusieurs fois. On a une analyse aussi, on mesure le nombre d'années où ils ont reçu ces revenus-là. Et ça en rajoute encore, ça efface pas ces résultats-là, ça rajoute plus d'informations. Mais je ne vous les présenterai pas ici pour des fins de temps. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, la plus grosse proportion de gens n'a jamais reçu ni d'assurance-emploi
ni d'assistance sociale, ni d'invalidité. Et ça, c'est suivi d'avoir reçu seulement de l'assurance-emploi. Puis je vous rappelle ici qu'on a enlevé tous ceux qu'on croit plausiblement ayant que l'assurance-emploi, c'était pour de l'assurance parentale. Donc, là, on voit que les femmes en ont eu plus que les hommes dans les deux cas, c'est significatif. L'autre chose à noter, c'est que les hommes ont eu plus de chances, et vous voyez ça tout en haut de la figure, et juste en haut de l'assurance-emploi, les hommes avaient plus tendance à recevoir de l'invalidité que les femmes. Et ça va revenir, je vais reparler de ça plus tard dans ma présentation. C'est un groupe qui est un petit peu différent, et puis ça pointe à des inégalités d'accès aux programmes sociaux aussi, à mon avis. Maintenant, pour les modèles multivariés, ici, on regarde l'effet des trajectoires de revenus que je vous ai présenté, les 4 classes de revenus, faible, moyen élevé et élevé. En référence, sont les rapports de cotes présentés en référence à la trajectoire de revenus faible. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait protection, donc en dessous de 1. Et ce que vous voyez, c'est un gradient très clair. Donc, à mesure que la trajectoire de revenus augmente, il y a moins de risques d'avoir autant la mauvaise santé perçue que l'invalidité. On s'y attendait. Ces résultats-là tiennent lorsqu'on ajoute aussi les sources de revenus. Il y a un petit peu plus d'écart, mais ça se maintient quand même. Donc, c'est des résultats assez robustes. Ensuite, maintenant, je me tourne vers donc maintenant, en regardant juste la santé perçue. Ensuite, on va regarder l'invalidité. Donc là, je vous présente toutes les catégories des bénéfices sociaux, des compléments de revenus qu'on a présentés plus tôt dans la variable descriptive. Et là, je vais attirer votre attention. Notre catégorie de référence ici dans l'exposition est ceux qui n'ont jamais reçu aucun complément de revenus, aucun programme social. Et là, ce que vous voyez tout à gauche de la figure, en fait, c'est rien. Aucune relation, aucune différence. Donc, ça signifie que ceux qui ont que reçu de l'assurance-emploi, aucun autre complément de revenu gouvernemental, ne sont pas différents significativement de ceux qui n'ont jamais reçu aucun bénéfice social du gouvernement. Toutes les autres catégories, que ce soit assurance-emploi et autre chose ou d'autres compléments de revenus, pas d'assurance-emploi, comme vous voyez, confèrent un risque supérieur de mauvaise santé entre 40 et 64 ans. Donc ça, c'est une première suggestion qu'en effet, lorsqu'on commence à distinguer assurance-emploi seulement de assurance-emploi et autres bénéfices sociaux, autres compléments de revenus, on commence à avoir un peu de cette hétérogénéité-là qu'on dégage. Même chose pour l'invalidité, le portrait est très similaire. On commence à avoir un petit peu de différence homme-femme, et puis ça, je vais vous montrer dans une prochaine acétate, à mon avis, pourquoi ça arrive. Mais bref, autant pour la santé perçue que pour l'invalidité, le statut d'invalidité, on voit que ceux qui ont reçu seulement de l'assurance-emploi et rien d'autre ne sont pas différents de ceux qui ont eu aucun complément de revenu. Maintenant, peut-être que vous vous dites, ouais, OK, mais les compléments de revenus, tous ces programmes sociaux-là, il faut se qualifier. Il y a des critères d'éligibilité. On sait également que même face à un critère d'éligibilité, des individus qui sont il y a un certain pourcentage d'individus éligibles qui ne vont pas chercher les bénéfices sociaux. Donc, moi, j'avais un petit souci. Peut-être que ceux qui n'ont jamais reçu aucun complément de revenus, c'est que, dans le fond, ils sont plus dépourvus. Je vois pas de différence parce que j'ai mal mesuré mon exposition. Et donc, j'ai croisé la variable de revenus qui était en 4 catégories, maintenant en 3 catégories à cause de petites cellules. Donc, les catégories de revenus plus élevés ont été mises ensemble en vert. Et ce que vous voyez, donc je vais porter votre attention d'abord sur tout à gauche de l'acétate. Ici, ça c'est la catégorie, c'est les individus qui n'ont jamais reçu aucun complément de revenu.
Et ce que vous voyez, c'est que c'est le groupe qui a la plus forte proportion d'individus qui étaient dans les statuts, dans les revenus, la trajectoire de revenus élevés, et la plus faible proportion d'individus dans la trajectoire de revenus faibles. Donc, ce que ça signifie, c'est que, en effet, ces individus qui n'ont jamais reçu d'avantages sociaux, de compléments de revenus, c'est pas parce qu'ils se qualifiaient pas, dans le fond, ou qu'ils étaient en situation socio-économique précaire. C'est des individus qui, de par leur position socio-économique, n'ont probablement pas eu besoin de ces compléments de revenus-là. Par ailleurs, je vous avais dit que je voulais attirer votre attention aussi sur l'invalidité et les différences qu'on observe. Donc, tout à droite de la figure, vous avez les gens qui ont reçu seulement de l'invalidité. Et puis ça, c'est les hommes. Oui, j'ai oublié de mentionner, je vous présente les statistiques pour les hommes, mais c'est pareil pour les femmes en termes de pattern. Donc, ce que vous voyez pour l'invalidité tout à droite, c'est qu'en fait, c'est un groupe qui est relativement similaire à ceux qui n'ont jamais eu de complément de revenus. Leurs revenus, la proportion de ceux qui avaient des revenus élevés est haute, la proportion de ceux qui avaient des revenus faibles est basse. Et ça suggère, à mon avis, que ce sont des groupes, et puis c'est pareil également pour le troisième groupe ici, similaire. Donc, ça suggère que c'est des groupes, il y a quelque chose avec l'invalidité. L'histoire que je me raconte dans ma tête, moi, c'est que c'est des hommes, typiquement dans des emplois probablement assez bien syndiqués, physiques, qui subissent un accident de travail et qui se retrouvent à être qualifiés pour l'invalidité du point de vue du fait de leur accident physique ou de leur problème physique, ce qui suggérait, à mon avis, comme on voit pour les différences entre hommes et femmes, que probablement que les questions plus de santé mentale ne se présentent pas autant là-dedans. Là où je suggérais qu'on voit peut-être plus des spirales de risque et des besoins non rencontrés, ce serait ici. Donc, on voit ici les groupes qui ont eu soit de l'assistance sociale, seulement assistance sociale et invalidité, mais surtout ici, regardez, assurance-emploi, invalidité et assistance sociale. Ça, c'est probablement un groupe qui va justement dans cette trajectoire peut-être de risque accru, où on aurait pu commencer à avoir des risques et puis aller chercher peut-être plus tôt dans la trajectoire pour éviter que ça descendre comme ça. Et là, je m'attache au fait que ce sont des groupes qui ont des revenus très faibles, qui sont plus à risque d'avoir eu des revenus faibles au cours de la période qu'on observe. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vous ai, j'espère, convaincu qu'il y a vraiment du potentiel avec les données administratives de revenus. On a le fait d'utiliser plusieurs programmes sociaux, quoique ça comporte des demandes importantes pour la connaissance de ces programmes sociaux-là. Donc, chacune de ces mesures-là, dans le fond, il faut aller voir qu'est-ce que ça mesure vraiment, quel est le programme social qui la sous-tend, est-ce qu'il y a eu des changements, des gros changements récemment qui peut-être pourraient changer la mesure, les populations couvertes. Donc, tout ça, c'est d'autant plus, dans le fond, de poids pour l'analyste, mais c'est également d'autant plus d'analyse potentielle d'expérience naturelle. Donc, quand ces programmes-là changent, est-ce qu'on peut voir s'il y a des différences entre les différents groupes qui sont couverts? L'autre chose que je veux souligner, c'est que ces données-là, oui, sont difficiles à utiliser, mais si on est de plus en plus à les utiliser, il va peut-être avoir on essaye, je travaille avec Statistique Canada, pour qu'il y ait un peu plus une communauté de pratique parmi les chercheurs, pour qu'on puisse partager justement ces expériences-là de façon à ce qu'on n'ait pas toujours à réinventer la roue. Donc, d'avoir un peu comme peut-être un Reddit ou des blogs internes pour partager ces données-là. Je sais que Statistique Canada y est ouvert. Nous, justement, on a une expérience de le faire avec Émilie Renaï. Lorsqu'elle travaillait avec moi, on avait fait on utilisait le NSP. Et puis, chaque personne qui veut utiliser le NSP pour des données, pour des analyses longitudinales doit faire une certaine transformation des données parce que ce n'était pas bien formaté pour l'analyse longitudinale à l'époque.
On a développé un macro, on l'a fait valider par Statistique Canada, puis on l'a partagé dans les réseaux de données de recherche. Donc, mais ça, c'était assez laborieux pour tout le monde, pour nous et pour Statistique Canada. Et maintenant, il y a une ouverture à Statistique Canada de, dans le fond, mettre plus d'informations disponibles, mais sans la valider, au risque des usagers. Mais je pense qu'on est quand même capable de se faire confiance les uns les autres et puis d'avancer là-dessus. Donc ça, c'est un peu le message d'espoir vers les données longitudinales, parce que comme vous voyez, il y a énormément de potentiel en utilisant ces différentes expositions-là pour aller chercher de l'information, même si on n'a pas d'observation directe du statut des individus. Ceci étant dit, il y a d'autres données qui s'annoncent. Donc, dans la foulée d'un processus de faire revivre, dans le fond, les bases de données longitudinales, les fichiers longitudinaux qui se sont terminés dans la décennie à la fin des années 2010, au début, pardon, des années 2010. Il y a une initiative à Statistique Canada de coupler ces données avec tout ce qui bouge de données administratives. Et donc, des nouvelles données s'en viennent, notamment le NSP, le DTR, l'enquête sur la dynamique du travail et du revenu, et l'enquête sur les immigrants, longitudinale sur les immigrants et l'enquête sur les enfants, vont être couplés autant avec la mortalité, ce qui dans certains cas était déjà fait comme dans le NSP, que le revenu, ce qui était déjà fait dans le DTR. Mais là, on va avoir vraiment un couplage à travers toutes ces données-là, et donc la possibilité de triangulation va devenir vraiment très intéressante. Donc, je vous enjoins, là, je présente dans le fond juste le NSP pour souligner que là où j'ai laissé des zones d'ombre, en fait, dans le jeu entre le travail, les conditions de travail et la santé, c'est ce à quoi on s'attarde maintenant. On a accès au pilote, mais on nous dit que le pilote va être dans les RDC. Ces données-là qui sont en train d'être validées analytiquement de l'ENSP vont être dans les RDC sous peu, dans les réseaux de données de recherche, dans les CDR, pardon, sous peu. Donc, je m'arrête ici et puis je remercie mon équipe et puis je vous remercie d'avance pour votre écoute et vos questions et vos commentaires. Merci. On sait que l'assurance chômage, traditionnellement, ça remplace beaucoup plus de revenus que d'être à l'aide sociale. Il y a disons, l'accessibilité du programme d'assurance chômage va vraiment diminuer avec les années. Quelle conclusion, toi, est-ce que tu as été capable de tenir compte de ça? C'est l'assurance chômage ou pas? Et quelle conclusion tu peux tirer des liens avec la santé du fait que le programme d'assurance chômage est moins inclusif qu'il l'a déjà été? Moins généreux. Oui, la difficulté pour nous, c'est qu'on n'a pas le... Je ne peux pas voir s'ils étaient... En fait, je ne sais même pas s'ils ont perdu un emploi. Je vois juste qu'ils ont reçu de l'assurance-emploi ou pas. Donc, ce que je dirais, c'est qu'on voit vraiment, s'il y a quelque chose, on a les individus ici qui sont probablement les plus fortunés qui ont reçu de l'assurance-emploi. Mais le fait qu'on en ait également qui ont eu d'autres statut d'emploi, puis qu'il y a une certaine variation dans le revenu de ceux qui ont reçu l'assurance-emploi, je pense, nous suggère qu'on a quand même couvert la distribution. Mais c'est sûr que ça va être la vraie question ici, ça va être avec le NSP, on est en mesure de voir quand ils ont perdu un emploi, est-ce qu'ils ont ensuite eu de l'assurance-emploi ou pas. Donc ça, c'est là où on va être en mesure de dire à travers le temps, ceux avec des caractéristiques similaires. Là aussi, je suis descendue, comme Alice au Pays des Merveilles, je suis descendue dans le rabbit hole. Puis là, j'ai dit, je vais essayer de prédire s'ils avaient droit à l'assurance-emploi. Mais ça, c'est impossible, quasiment impossible. Je suis sûre que je peux trouver les fichiers en quelque part à Emploi et Développement social là, de qui a droit, mais c'est par province, par région, par tout ça. Ça s'avérait être trop, mais on va aller au moins avec perte d'emploi ou pas perte d'emploi, et puis ensuite voir si la compensation de revenus ou pas a eu lieu. Parce qu'il y a aussi des gens qui ne vont pas aller chercher l'assurance-emploi parce qu'ils vont se retrouver un emploi tellement rapidement. Donc, il y a cette question-là aussi
qui vient. Si tu étais, toi, par exemple, dans une direction de santé publique qui fait des recommandations pour des modifications de programme, pour ce qui est de l'inclusivité de l'assurance chômage, comment tu utiliserais tes données pour justifier des demandes de modification? Je ne sais pas si mes données en ce moment peuvent justifier des demandes de modification. Je pense que les prochains, je dirais avec le NSP, je serais plus en mesure de le dire parce qu'en ce moment, je ne suis pas en mesure de dire ils auraient pu, s'ils avaient eu l'assurance emploi face à la perte d'emploi, on aurait vu une différence de santé. Donc ça va être pour la prochaine fois, mais c'est certain, au CPE, au Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion sociale, la question de l'éligibilité et la mesure du déclin de l'éligibilité, parce qu'on s'entend que c'est un programme social dans lequel on contribue tous. C'est une assurance mutuelle et puis l'éligibilité à cette assurance mutuelle-là a décru à travers le temps, ce qui est une question d'équité fondamentale. Donc ça, c'est un problème qui nous est très proche et qu'on discute régulièrement, mais c'est très, comme je disais, très difficile à opérationnaliser. Question pour la captation. Oui, d'identifier les problèmes de santé que les gens ont et qui émanent ou qui sont associés aux programmes sociaux. Oui, donc, avec l'ELIA, on serait en mesure de voir de façon un peu ce que je vous ai présenté. On pourrait ventiler avec différents problèmes de santé dans le futur. Ça se ferait. Mais c'est certain que ce n'est pas aussi, je pense, précis que ce que vous avez en tête, peut-être, qui va être possible avec le NSP. Donc, avec le NSP, comme on va avoir les mesures des programmes sociaux de concert avec les enquêtes, avec les années d'enquête, là, à ce moment-là, on va vraiment être en mesure de dire, bien, cette personne-là a eu, puis il y a des mesures aussi de qualité de l'emploi dans le NSP. Donc, on va être en mesure de dire, cette personne-là avait un emploi qui était très risqué au niveau des demandes et du contrôle, par exemple. Et puis, de fait, on les retrouve dans les programmes sociaux dans quelques années plus tard. Donc, et également, on a la santé au préalable. Donc là, ça, c'est vraiment l'analyse complète où on peut dire, bien, en fait, c'était pas que cette personne-là avait une mauvaise santé au début, mais plutôt que le travail dans lequel elle était, qui la mettait peut-être plus à risque de perte d'emploi, est venu contribuer à cette santé-là. Donc, c'est la spirale que j'ai en tête. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Juste derrière. Je veux savoir si vous avez de l'information sur les épisodes. Il y a une personne, est-ce qu'elle a plusieurs épisodes de chômage, suivi d'un épisode de bien-être social? Oui. Donc, vous avez cette information? Oui, tout à fait. Donc, oui, allez-y avec votre question. Oui. Non, c'est ça. Oui, tout à fait. Donc, comme je vous disais, on a déjà fait l'analyse juste du nombre d'épisodes. Puis les épisodes, on s'entend que dans ces mesures-là, c'est annuel. Donc, ce qu'on voit, c'est le fichier d'impôt à la fin de l'année qui dit est-ce qu'on a reçu du revenu de cette source ou de d'autres sources. Donc, ce n'est pas des épisodes très précis, mais c'est annuel au moins. Et donc, on a mesuré le nombre de fois que c'était reçu. Et comme je vous disais, ça rajoute une couche d'informations supplémentaires. Donc, il semble que parfois, quand on rajoute des mesures plus précises ou différentes, on estompe la mesure précédente. Mais dans le modèle où je présente à la fois la trajectoire de revenus, les différentes classes de revenus, à la fois les sources de revenus et le nombre de fois qu'ils ont reçu ces revenus, toutes ces mesures-là rentrent comme étant pertinentes, statistiquement significatives. La question de la séquence, ça c'est ce à quoi on s'attelle cet été. C'est plus complexe méthodologiquement. On a la méthode, le sequence analysis. Puis ça va vraiment nous permettre de voir cet ordonnancement-là. De façon, on aurait pu le faire plus descriptif, mais là c'est avec un certain... une certaine réduction par classe également. Donc, c'est également une mesure un peu de latent class analysis. Mais il y a peut-être qu'il manque quelque chose actuellement, tu sais, les catégories des trajets de revenus, comme moyenne, bas et autres. Est-ce que tu peux juste élaborer un peu
parce que ces catégories sont le résumé d'une série de données longitudinales. Tu résumes toute une évolution temporelle dans une catégorie. Oui. Est-ce que tu peux élaborer un peu comment ces catégories étaient créées, des données longitudinales, et aussi si ces catégories sont très corrélées ou non avec les revenus actuels? Non, on n'a pas corrélé avec le revenu actuel. Donc ça, ce sont les catégories. On a utilisé les classes de revenus, une analyse de classes latentes, donc latent class analysis. Donc on fait une réduction en fait de l'information autour des classes qui minimisent la variance entre les individus autour d'une classe donnée. On a testé, comme je disais, 2 modèles, plusieurs variances de classes, donc 3 classes, 4 classes, 5 classes. Et puis dans les 2 cas, les 4 classes étaient ce qui allait le mieux. On a également fait les mêmes analyses, mais en utilisant le revenu moyen sur des périodes de 5 ans pendant les 20 ans qu'on observait. Et puis les résultats sont similaires, mais on se retrouve avec autant, à chaque 5 ans, on a des variables à mesurer. Donc, on trouvait que l'information était mieux résumée avec des classes de revenus comme ça. Puis, avec le temps qui nous était imparti, je ne peux pas rentrer, mais je peux vous envoyer les détails. Peut-être une description intuitive. Comme si le revenu est bas, puis il augmente, puis il descend. Est-ce que ça c'est considéré bas ou moyenne, trajet bas ou moyenne? S'il y a eu, donc ça va être comme je dis, c'est une réduction. Donc ici, on ne s'attarde pas vraiment à la dynamique, mais ce serait une question qui serait d'intérêt qu'on a considéré, à voir s'il y avait des chocs de revenus justement qui dépassaient par exemple 2 déviations, 2 standard deviations ou des choses comme ça. C'est sûr que notre mesure ici, elle estompe ces différences-là. Elle ne va pas les montrer d'autant parce que ça va chercher la moyenne autour des classes. Mais pour avoir exploré les données plus en détail, les données du revenu sont à la fois très volatiles, mais pas sur d'énormes variations. Donc, d'une année à l'autre, peut-être on a des changements, mais de façon générale, ces données-là, le fait de les classer en classes comme ça, rendait assez bien la structure des données. Le moment où tu crois que ces classements performent mieux que le revenu actuel qui est utilisé dans la plupart des systèmes? Je pense que ça rajoute une autre dimension. Je ne dirais pas nécessairement que... c'est que le revenu actuel est un produit du revenu passé aussi. Donc, il faut qu'on considère ça dans l'historique et puis d'une perspective des parcours de vie. Je pense que c'est aussi essentiel de le considérer. Donc oui, quand on a, je comprends maintenant la question, quand on a le revenu en 2014 dans l'analyse, ces classes-là sont encore pertinentes, sont encore statistiquement significatives. Donc ça rajoute un historique. Mais je ne l'ai pas, ceci étant dit, je ne l'ai pas, j'ai pas essayé de prédire le revenu présent avec ces classes-là. J'ai essayé de prédire quand même le revenu de pension à un moment donné. Mais ça, je n'ai pas trouvé... c'était un peu... Je ne me suis pas rentrée trop là-dedans parce que j'ai eu des résultats bizarres. Donc, en fait, c'est les revenus de REER que je voulais voir. Puis je pense que c'était... peut-être Catherine t'a regardé, mais je pense que c'est les revenus décaissés de REER. Donc, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'informations. Puis c'est quand les gens décaissent leur REER, on les voit. Donc, il y a très peu d'individus qui ont décaissé des REER dans ce groupe-là. Ma question concerne la décomposition des résultats par l'âge. Donc, si ton échantillon était de personnes de 40 à 64 ans et qu'on tourne de 20 ans, on a une trajectoire de gens on a revenu de 20 à 40 ans et les gens de 45 à 64 ans. Donc, j'imagine que c'est... Oui, je t'écoute. J'imagine que je serai plus riche dans 20 ans qu'aujourd'hui. Donc, de la même façon, comment vous avez regardé ou vous avez réfléchi à cette grande homogénéité-là? J'essaie de trouver celle-là, je pense. Oui, donc ça c'est notre diagramme de Lexis.
dans le fond, de comment les groupes vieillissent à travers le temps. Donc, vous voyez de 93 et de 22 ans jusqu'à 44 qui vieillissent jusqu'à 40 à 64 ans. Ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est de changer l'ancrage des données, pas tant sur le temps calendrier, mais sur l'âge des individus, puis de regarder dans les grandes classes d'âge, comme ça, quand on commence, qu'on les prend entre 22 et 30 ans, 30 à 40, puis 45 ans et plus. Puis on a d'assez gros échantillons qu'on peut faire ces données-là. Et puis d'essayer de voir quand les événements arrivent plus tôt ou plus tard dans la vie, quel est l'impact plus tard dans la vie. Donc ça, c'est les analyses qui sont en cours. Non, ça c'est l'échantillon. C'est carrément, oui. En grisé, ce sont les données administratives. Et en vert, ce sont les données d'enquête. Donc, on a deux échantillons dans le fond, ou deux sources de données qui sont couplées ici. Non, ça c'est l'ELIA. C'est notre échantillon de l'ELIA. En haut en vert, c'est l'ELIA. C'est en 2012, en 2014, on a nos santé perçue et invalidité, mais ça peut être tout ce qui est dans l'enquête à ce moment-là. Ça peut être d'autres facteurs, ça peut être le revenu à ce moment-là, ça peut être le nombre d'enfants, je ne sais pas. Il y a d'autres mesures qui pourraient être envisagées comme dépendantes. C'est une hypothèse ou c'est validé, ça? Ça, c'est juste descriptif. Ça, c'est vraiment juste la structure des données. Ça, c'est la cohorte telle qu'elle vieillit. Donc, dans le fond, juste pour montrer qu'elle commence entre 20 et 40 ans, elles vieillissent dans le temps, puis on pourrait être en mesure de couper les périodes d'observation selon les cycles de vie qu'on observe dans le fond. Donc, on en a qui vont de 20 à 40 ans, ici dans le gris foncé. On en a qui vont de 30-40 à 50, non, ça marche pas? Oui, c'est ça, oui. Oui, puis après ça, jusqu'à 60 ans. J'ai une question au sujet de big picture. Oui. Vous essayez de démontrer l'impact du revenu sur la santé, sur une longue période de vie. Et vous observez qu'on évalue ce qui arrive dans le parcours de vie en fonction des programmes fédéraux. Et ces programmes-là, certains ne dépendent pas de la qualité des problèmes de santé, et d'autres semblent reliés à des problèmes de santé. Ça nous amène à quoi, c'est comme recommandation ou conclusion? Est-ce que ça nous amène à dire, plus les programmes seraient généreux, moins les gens seraient malades? C'est quoi l'objectif qui est recherché par votre étude? Deux objectifs. Le premier est que si on ne prend pas en compte l'hétérogénéité de programmes de gens qui reçoivent l'assurance-emploi, l'évaluation de l'effet de l'assurance-emploi sur la santé qu'on va faire va être biaisée. Si on dit, en fait, regardez, la compensation du revenu en assurance-emploi ne remet pas ces gens-là en santé. Si on n'a pas pris en considération qu'il y avait un facteur préalable qui était la mauvaise santé préalable, qui influençait autant le récipiendaire, le fait qu'ils sont récipiendaires d'assurance-emploi que la mauvaise santé plus tard, on a un mauvais estimé. Donc, c'est d'aller vers un estimé plus plausible, causalement plus plausible. L'autre question qui peut se poser, c'est de commencer à regarder ces groupes-là, ces grappes, dans le fond, de réception de compléments du revenu. Comme je vous disais, moi, en ce moment, je peux juste me faire des histoires dans ma tête, dans la mesure où j'ai pas l'historique de ce qui leur est arrivé. Avec le NSP, on peut aller plus dans l'historique puis aller chercher vraiment les dynamiques de travail et de programmes et voir là où les programmes ont réussi à mitiger les effets potentiellement négatifs. Donc, c'est là où ça, c'est... Ici, je vous disais, on gratte vraiment juste la surface de ce qui est possible de faire avec ça. Mais quand on s'attarde à regarder des groupes comme celui-ci,
Comme je vous disais, ceux-là, moi, ça me suggère qu'on aurait, puis c'est d'aller dans l'analyse des séquences, on va pouvoir voir qu'est-ce qui a précédé quoi et de commencer, et combien de fois il y a eu, par exemple, assurance-emploi. On peut commencer à détecter des facteurs de risque. Donc, quelqu'un qui revient de façon répétée à l'assurance-emploi et qui, après ça, se trouve peut-être à pu se qualifier pour l'assurance-emploi, qui se trouve à aller sur l'invalidité puis l'assistance, l'aide sociale. Est-ce qu'on aurait pu les prendre avant puis les soutenir de façon autre que, dans le fond, de garder notre mentalité de l'emploi en premier, puis d'aller les chercher pour les soutenir autrement? Merci à vous. Et que l'assurance-emploi vise à assurer un niveau de santé acceptable, parce que ça semblerait votre hypothèse de départ, ça me semble un peu... Disons, c'est dans le Est-ce que meilleur c'est des cas. l'objectif de départ pas l'objectif de départ, c'est pas pour maintenir la santé. Donc amener... C'est pour maintenir le revenu. Oui, c'est ça. Donc amener cette hypothèse-là est un risque de dire, vous voyez, ce genre de soutien-là n'est pas efficace. C'est un peu dangereux. Je comprends votre critique et puis je la considère. Mais je dirais que d'un point de vue des déterminants sociaux de la santé, il faut qu'on considère ces politiques-là, pardon, à l'aune à l'aune de leur effet potentiel sur la santé. Oui, je deviens émue. Non, c'est pas ça. Le revenu qui est important, et indépendamment du fait qu'il soit au chômage ou en emploi, il faut relever le revenu. Oui, mais considérant qu'il va... D'accord. Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Mathieu, puis Je vais introduire quelque chose dont vous n'avez pas discuté, mais qui c'est comme un autre axe. On a la santé, on a les enjeux reliés aux revenus, à l'emploi, puis nous, on a travaillé beaucoup sur le logement. Puis, bon, les données administratives, je ne sais pas si vous en avez sur le logement, mais nous, s'il y en avait, ça serait intéressant de voir la corrélation santé, emploi, logement. Oui. Parce que nous, clairement, on a plein d'études qui nous montrent l'impact santé très, très manifeste, puis le lien avec le revenu. Puis la spirale. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible, potentiel, ou... Bon. J'essaie de penser aux fichiers administratifs qui sont associés. Oui, c'est ça. Mais il faudrait faire un autre lien avec le recensement, puis le recensement est seulement aux 5 ans. Donc là, il y aurait des trous entre les deux, mais ça amènerait une certaine... comme je vous disais, Statistique Canada est très ouvert avec le couplage des données. Maintenant, ils sont en train de développer une plateforme de couplage qui va essentiellement permettre qu'il y a des clés d'appariement, de couplage, qui permet de relier tout ce qui est disponible en termes de données administratives et de recensement sur cette plateforme-là, avec pas mal n'importe quelle enquête. C'est des couplages probabilistes, mais ils sont quand même, ils se sont avérés à être très précis. En fait, ils ont fait un pilote avec le dernier recensement, avec les numéros d'assurance sociale, et puis ils ont trouvé que ça ne valait pas la peine d'aller chercher les numéros d'assurance sociale, que ça ne donnait pas un meilleur couplage pour le risque de perte de répondants que ça comportait. Parce que quand on remplit le recensement, puis il faut qu'on aille chercher le numéro d'assurance sociale de notre époux, puis de notre enfant, puis de ci, puis de ça, les gens s'arrêtaient, ça prenait plus de temps à répondre, puis il y avait du drop-out. Donc, le couplage probabiliste est excellent. Donc, ça pourrait ramener au logement à ce niveau-là. Mais sinon, il faut aller chercher, encore une fois, des programmes sociaux. On va chercher s'il y a une donnée administrative qui permet de mesurer s'il y a eu accès à un programme social, ça peut se faire. logement social, pas. Mais c'est ça que je me demandais. Mais ça va être provincial. Oui. Oui. C'est ça. Ça, c'est... Mais il y a une prime qui doit paraître quelque part. Il faudra regarder. Oui, bien c'est ça. Il n'y a pas tout qui a été codé. Donc, par exemple, moi, je m'intéresse à l'assurance santé. Il n'y a pas toujours... les crédits pour l'assurance privée ne sont pas codés. Mais c'est quelque chose qui pourrait être fait.
C'est certainement, ils l'ont. Pour vous, le logement, Oui. c'est vraiment un déterminant fondamental. Parfait. Il resterait des données administratives qui supportent le développement des petits. Oui. Donc, si on était capable... Bien, l'aile neige va être appariée à tout ça. Avant, oui, juste avec cet acétate-là en arrière de vous, là, Oui. et votre hypothèse de départ là, sur la spirale de risque, est-ce que les messages clairs sur la spirale de risque, c'est votre hypothèse de départ? À mon avis, ça existe. C'est ceux qu'on voit qui sont plus à risque de mauvaise santé, autant en termes d'invalidité. Puis on s'entend qu'ils sont encore relativement jeunes, hein, 40 à 64 ans, pour avoir un statut d'invalidité, c'est quand même assez directif. Ici. Puis en santé également, au niveau de la santé perçue, le risque est beaucoup plus élevé. C'est des petits groupes, donc des gros intervalles de confiance, mais je pense qu'on a quand même un message clair là, qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on peut aller chercher minimalement dans les données administratives qui sont collectées de façon régulière. Donc il y a une possibilité de surveillance, de monitoring qui se fait là, à ce niveau-là. Si on voit quelqu'un, quand j'aurai les séquences, avec le nombre de fois particulièrement, si on voit des gens qui vont dans ces programmes-là à répétition, je pense que c'est un appel à l'action. L'autre chose, c'est qu'on n'a pas beaucoup développé au Canada encore par manque de données. Ça commence à se faire en Ontario. Ils ont beaucoup fait des avancées au niveau du couplage des données. On n'a pas beaucoup fait d'études sur la substitution, le benefit substitution, donc le passage à l'aide sociale sans validation de santé, à l'invalidité. Donc, justement, ce ping-pong-là entre les différents programmes, moi, je pense que c'est ça qui se passe à ce niveau-là. Puis ça s'attrape, ça. Puis ça s'attrape et ça se rattrape. Et j'aurais une autre question. Là, en ce moment, je travaille un peu sur la conciliation travail-famille et je me demandais, il y a une spirale négative. Est-ce qu'il peut y avoir une spirale positive, par exemple, en regardant quelque chose comme le crédit d'impôt au service de garde? Est-ce qu'on a... Ça, c'est plus Catherine qui sera en mesure de répondre. Crédit d'impôt au service de garde. Bien, il y a la PUJ. On pourrait regarder des trucs comme la PUJ. Nous, on a eu l'idée d'utiliser la PUJ, le programme universel de garde pour enfants, comme mais c'est faible, c'est tellement peu d'argent, mais peut-être un petit peu un levier de différence. Mais sinon... Non, c'est ça, c'est là. Mais non, oui, donc, tu sais, je pense à une certaine époque, avant 1987 au Québec du moins, c'était pas pour Catherine Niec de l'UQAM. C'est travail directement. Donc, dans tes données, je sais pas, je pense pas qu'on pourrait retrouver assez de monde. Non, c'est ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme je disais, la PUJ, c'est 2006 à 2016. Ces crédits d'impôt-là, ça va commencer à vraiment jouer dans ces années-là. Moi, mes répondants, ils sont trop vieux pour vraiment avoir bénéficié de ça. Ils ont 40 à 64 ans en 2014. C'est parce que je m'intéresse au vieillissement, mais l'échantillon est gros. Donc, ça pourrait se faire. Moi, j'en ai très peu qui ont la PUJ dans les dernières années parce qu'ils ont terminé leur année de fécondité. Mais sinon, ça pourrait vraiment... Il y a des choses à faire. Je vous le dis, c'est vraiment... C'est the candy store, mais attention, quand même. On a le temps pour une dernière question. Moi, je voulais savoir, dans votre échantillon, plus de la population que vous étudiez, il doit y avoir une présence quand même assez importante des gens qui ont suivi les études professionnelles. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à justement leur présence dans vos groupes, qu'ils reçoivent ou non des compensations de la CNSST ou de caisse similaire dans les provinces. Parce qu'il y a comme une corrélation entre les chômages, qui dans ce cas-ci, pas vraiment un chômage, mais où est-ce qu'ils rentrent ces gens-là, puis comment vous contrôlez pour eux, ou est-ce que vous
ça ne fait pas partie vraiment des concours. Vous disiez donc les ordres professionnels? Non, les lésions professionnelles. Lésions professionnelles, oui, pardon. Oui, c'est ça. Ben, je crois qu'ils iraient à droite dans l'invalidité, non? Oui, c'est ça. Il y a le crédit d'impôt et ils auraient reçu, soit ils ont reçu le revenu et ou ils ont eu le crédit d'impôt pour invalidité. Ils peuvent être invalides parce qu'ils ont eu un accident de voiture. Oui. Ou parce qu'ils ont eu des lésions professionnelles. Oui, c'est ça. Puis là, je pense que la question, c'est est-ce qu'on peut départager ceux qui ont eu des lésions professionnelles? Non, pas avec ces données-là. Avec le NSP, potentiellement. Mais là, c'est juste crédit, puis ça pourrait même être invalidité cognitive, là. C'est n'importe quel crédit, c'est n'importe quel crédit d'invalidité. Mais ceci étant dit, quand je vous montrais, d'une part, c'est plus chez les hommes. Moi, c'est là où je rattache, pour moi, ça se rattache ici. Là, vous le voyez, c'est vraiment beaucoup plus les hommes qui ont eu le crédit juste invalidité. Ici, c'est moins clair. Il y a peut-être un peu plus de variations. Mais ici, assurance emploi et invalidité. Donc, de façon vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont eu, je ne peux pas savoir ce qu'ils ont eu, mais de façon principale, on voit que c'est des hommes, ce qui mène, encore une fois, tu sais, je travaille mon imagination sociologique. Moi, ça me dit que c'est probablement des conditions de travail qui étaient validées en termes de santé physique. Ça serait mon hypothèse qu'on ne peut pas valider ici, malheureusement, à moins que, je crois que peut-être dans le futur, ils vont demander... donc ça, c'est une enquête qui est financée par Emploi et Développement social Canada. Crédit d'invalidité, c'est eux qui le gèrent, pension, etc. Donc, à mon avis, ils vont faire probablement un module dans les années qui viennent sur l'invalidité, auquel cas ils vont être en mesure de le demander. En fait, je dis ça, on l'a. On a un module d'invalidité, on a la date à laquelle ils ont été déclarés invalides et probablement la cause. Donc, je peux vous revenir là-dessus. Il y a aussi parce que c'est peut-être pas ces fichiers-là, mais Natal donne les montants reçus pour un accident de travail, par exemple. C'est ça que je vous disais, la dalle, ça, c'est pas la dalle. C'est pas la dalle. La dalle a été gérée et augmentée par plusieurs générations d'analystes du Revenu à Statistique Canada. Donc, ça a vraiment une plus grande richesse que ça, ce qui est déjà très bien. Mais ce serait le fun qu'ils aient comme coordonné leur effort. Oui, juste sur ce point-là, par contre, la dalle, c'est un échantillon de 20%. Donc, on ne pourrait pas... Oui, mais ils pourraient utiliser les mêmes techniques. Ils auraient pu construire ce fichier-là au même titre qu'ils ont construit la dalle, mais c'est que la dalle, c'est des... Je disais pas de lier la dalle à ça, là, on se retrouverait avec un trop petit échantillon, mais certainement, le processus de construction pourrait être le même. Ils ont commencé, donc le fait qu'il y ait les pensions, le fait qu'il y a d'autres fichiers, et puis c'est quand même Andrew Heiss à StatCan qui est le directeur, qui lui est en dynamique du revenu. Donc, je pense que c'est probablement à travers le temps ça va se faire, mais c'est pas la même chose. Alors, merci beaucoup, Amélie. Bien, merci à vous. Un commentaire final, c'est que c'est pas facile la recherche que fait Amélie, essayer de lier des politiques sociales à des enjeux de santé, c'est tricky, ça demande des chercheurs de haut niveau. Et en attendant, on s'est trouvé nous aussi dans un magasin de bonbons, je pense qu'on va te réinviter pour suivre là, les péripéties de cette recherche. Mais ça va me faire plaisir. Merci. Et puis, il y a un